1, 2. Donc nous attendons d'une minute à l'autre Florence Arnaiz-Momet. Elle est là, future ministre. Alors, bon, j'ai remarqué qu'au Cinerpa, on aime bien faire des bonnes pauses, grignoter, des petites pâtisseries. C'est pour ça qu'on est heureux, tu vois, Oui. parce qu'on prend le temps de vivre, on prend le temps d'être, tout simplement. Bien, donc... Non, faut y aller, là, faut y aller, tant pis pour les absents. Ils ont toujours tort de toute façon, les absents. Et donc, c'est parti pour nous, puisque Madame Iborra devra nous quitter dans peu de temps. On a déjà voilà. une petite demi-heure de retard, là, sur l'horaire. Donc, si vous voulez connaître le taux directeur hébergement à 17h45, Oui. faut qu'on y aille. Alors, on y va. Donc, Florence, table ronde suivante, c'est le temps des contestations. On se rend compte que le monde des EHPAD est suivi dans les médias. Il y a eu des grèves, notamment la fameuse grève Foucheran. C'est chaud pour les EHPAD en ce moment ou pas ? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une grosse période de renouveau électoralement parlant au niveau des institutions, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, même les présidents de conseils départementaux ont beaucoup changé, puisque 22 ont quitté leur poste cette année, 22 PCD, au profit de leur mandat de sénateurs et de députés. Donc on a eu un renouvellement, on vient d'en parler, des réformes emblématiques sur les EHPAD, et forcément, quand il y a renouveau et réforme, il y a souvent contestation, et donc il y en a eu beaucoup de différents axes de contestation. Les slides peut-être. Oui, comme ça on plante le décor, c'est très bien. D'abord et avant tout, effectivement, courant avril a commencé une grève dans un EHPAD à Foucheran dans le Jura. Une grève qui a débuté en avril, menée par une dame qui s'appelle Anne-Sophie Pelletier. Je précise son nom puisqu'elle est rentrée récemment à la commission paritaire CGT du Cinerpa. Donc du coup, maintenant, on négocie avec Madame Pelletier au sein de la convention Cinerpa de la CCU. Donc on a eu cette grève qui a commencé en avril. On pensait que... Alors c'est un non-adhérent, c'est le groupe SGMR qui n'est pas adhérent au Cinerpa. On a pensé que ça allait se régler, et malgré les efforts de négociation du groupe SGMR, malgré les efforts de l'ARS, du préfet, du département qui se sont mobilisés dès le mois de mai, eh bien, la grève a perduré. Elle a atteint le nombre exorbitant de 100 jours, et au bout de 100 jours, on a eu une tapageuse du Monde avec un article de Florence Aubenas que vous avez vu juste avant, on ne les met pas au lit, on les jette, et qui a fait un buzz médiatique très très important qui a été très largement repris. Finalement, grâce à un médiateur, Vincent Chaguet, qui a été nommé par le groupe, la négociation a pu aboutir et la grève s'est soldée par une signature fin juillet. Pour autant, très vite, on a eu d'autres mouvements, pain bœuf dans un établissement public, on a eu d'autres mouvements tout au long de l'été, et du coup, Madame Buzyn, qui venait d'arriver à la santé, au gouvernement, eh bien, a été interpellée par beaucoup de parlementaires. Il se trouve que, en marge de ces phénomènes, eh bien, il y a une vive contestation de la FHF, on en a parlé tout à l'heure, sur la convergence tarifaire, sur la réforme de la tarification. Donc, toutes ces contestations, entre les contestations qu'on a eues à Foucheran et les contestations qu'on a eues de la part de la FHF, forcément, les médias et les parlementaires se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce secteur ? Et donc, beaucoup de tournées médiatiques et de buzz autour de nos sujets. Alors, il faut quand même savoir que le champ des EHPAD est particulièrement sous le feu des projecteurs en juillet-août. Moi, ça fait 13 ans que je suis déléguée générale. EHPAD, qu'elle soit publique ou privée. Quand l'actualité, oui, alors ça commence toujours, en général, le privé prend double peine. Mais même dans les établissements publics, il y a évidemment des mouvements de contestation. Donc voilà, donc on est quand même dans une atmosphère difficile, et donc Madame Buzyn a décidé au cours de l'été de saisir des parlementaires, et notamment Madame Iborra, sur une mission parlementaire flash pour y voir plus clair sur ce sujet. Voilà. Alors justement, elle est avec nous cet après-midi, j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Monique Iborra, députée de Haute-Garonne, rapporteuse de la mission EHPAD.
Ensuite, elle sera accompagnée donc d'un médiateur. Il va nous expliquer comment, notamment qui est intervenu sur la grève Foucheron. C'est Vincent Chaguet. On applaudit Vincent Chaguet. Chaguet. Et puis un communicant, parce qu'il va falloir aussi s'organiser sur le plan de la com, avec Mathieu Collet, qui est le président d'Euro Agency. Mathieu Collet, on l'applaudit. Voilà. Alors, Monique Iborra, vous avez auditionné le CINERPA courant en septembre dans le cadre de la mission Flash sur les EHPAD. Pouvez-vous nous expliquer dans quelles conditions vous avez été nommé? Comment vous avez été nommé et c'était quoi l'objectif? Alors d'abord, j'ai pas été nommée. Ah, c'est pas tout à fait ça. Vous avez été désigné. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est la commission des affaires sociales qui s'est saisie du sujet. Moi-même, dès que j'ai été élue donc, pour ce 3e mandat, je dois le dire, et avant qu'il y ait tout ce remue-ménage médiatique, j'avais émis l'hypothèse qu'il faudrait faire une mission d'information sur les EHPAD. Pourquoi ? Parce que j'avais constaté au cours du mandat précédent que la loi sur le vieillissement s'adressait essentiellement au domicile et que tout ce qui était établissement était mis de côté et devait faire l'objet d'une seconde loi qui n'a jamais eu lieu. Et déjà, j'avais dit dans le précédent mandat que j'étais favorable à ce que nous ayons une mission d'information pour préparer cette 2e loi, parce que c'est la fonction des parlementaires, hein, c'est celle-là, la fonction des parlementaires, c'est de légiférer, mais aussi d'évaluer et aussi d'avoir des missions d'information. Donc, la mission de la Commission des affaires sociales s'est saisie de sujet et j'ai été en effet désignée par la Commission des affaires sociales. Donc, ce n'est pas une mission gouvernementale, c'est une mission parlementaire. C'est un peu différent. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que le Parlement, c'est le législatif. D'accord. Et le gouvernement, c'est l'exécutif. D'accord. Et que donc, il peut y avoir des recommandations de législatifs qui ne sont pas forcément approuvées par l'exécutif. Il se trouve, et je veux le dire tout de suite, que les choses, ce que j'ai diagnostiqué, ce que j'ai fait approuver par la Commission des affaires sociales, par l'ensemble des groupes politiques. C'est très rare, ça, hein, oui. Quand une mission d'information est votée par l'ensemble des groupes politiques, a été suivie réellement par la ministre de la Santé. C'est comme ça qu'en effet, il y a eu, dans le cadre du PLFSS, 100 millions supplémentaires. C'est après cette mission d'information que la ministre a dit « OK », que le problème des infirmières de nuit a été également validé. Mais je précise aussi que j'avais accepté la mission Flash, qui était une nouvelle forme de mission. Flash, ça veut dire que c'est court, c'est court, c'est pour diagnostiquer une situation sur un problème donné, apparemment, en tout cas. Et donc, je n'ai accepté cette mission Flash qu'à condition qu'elle soit poursuivie par une mission plus classique. C'est ce que j'ai commencé depuis le 1er décembre. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce rapport, en 2 mots, de cette mission Flash ? Ce rapport, finalement, il dit que ce que vous savez, vous, mais que le public ne sait pas forcément. Et les missions d'information parlementaire, c'est aussi pour avoir la transparence la plus absolue sur le secteur que l'on est en train d'examiner. Eh bien, il dit que finalement, la population accueillie avait changé par rapport à la population d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, que donc c'était des personnes de plus en plus âgées, 85 ans, qui avaient des problèmes de santé réels, des problèmes de comportement, et que donc il fallait évaluer l'organisation mise en place en fonction de ce changement de population. Que d'autre part, c'était assez évident à tout le monde, je dois dire, qu'il y avait des sous-effectifs réels et des conditions de travail difficiles. Alors, pas au point que, en effet, la presse en ait fait un écho comme ça a été fait. Là, manifestement, il y avait une récupération politique dès le départ, de laquelle on s'est éloigné, mais en même temps, être suffisamment objectif pour dire oui, en effet, il y a des sous-effectifs et des conditions de travail difficiles, ne serait-ce que pour y pallier, bien entendu. Le troisième constat que j'avais fait, c'est qu'il y avait une médicalisation qui n'était pas satisfaisante.
au regard des populations accueillies, le rôle du médecin coordonnateur, ce qu'il faisait, comment il était recruté. 30% des établissements n'ayant pas de médecin coordonnateur alors que la loi, a priori, les oblige. Qu'il y avait sur la tarification, et là j'avais averti la ministre, honnêtement, au-delà de tout ce qui a été dit sur la tarification, on s'aperçoit bien que si le principe était acquis pour tout le monde, sur le plan de son application, ça allait poser des problèmes. Ça pose des problèmes. Alors il ne s'agit pas de désigner les uns et les autres. Aujourd'hui, l'application de la tarification telle qu'elle est faite, telle qu'elle est annoncée, pose de véritables problèmes et il est possible qu'on doive revenir dessus, ou en tout cas ce qui a été prévu, ce qui a été dit en commission des affaires sociales par la ministre il y a 2 jours, qui dit qu'il y aura 28 millions pour pallier aux inégalités induites. C'est un premier pas. Un dernier constat que j'avais fait, le reste à charge, un reste à charge qui reste très important, avec comment dirais-je, une déshabilitation des places d'aide sociale qui commence à, en effet, se multiplier et qui pose problème. On est sur un problème sociologique, on est sur des problèmes sociaux pour certaines, on est sur des problèmes de financement. Et donc, on va arriver à la deuxième partie de ma mission. La première, c'était de montrer les dysfonctionnements pour y pallier. La deuxième partie, je vais arrêter là et je répondrai à vos questions. La deuxième partie qui commence maintenant, ce sera plutôt pour voir. Nous ferons que des déplacements. Nous n'allons pas refaire des auditions. Dès aujourd'hui, il est prévu 16 déplacements sur le territoire national, mais aussi au Danemark et au niveau des Pays-Bas, pour voir comment ils sont organisés. Et ces 16 déplacements vont avoir comme objectif principal des expériences, des expérimentations, pour imaginer, avec vous bien sûr, pas sans vous, pour imaginer ce que peut être l'EHPAD de demain. J'ai bien entendu tout à l'heure, je pense que le modèle tel qu'il existe, il va devoir se modifier, s'il veut continuer d'exister d'ailleurs. Hein, si. Et donc, pour voir ces expérimentations, pour voir aussi la télémédecine, ce qui est mis en place dans la télémédecine. Et à propos de ça, je voudrais vous dire, il est évident que si on attend qu'il y ait des négociations entre les caisses de sécurité sociale et les médecins, je pense qu'on va attendre un peu longtemps et que donc il faudra là aussi voir quelle formule financièrement on peut adopter de manière à ce que ça se mette en place le plus rapidement possible. Oui, mais question, il faut les payer, les médecins. Comme des... Pardon ? Il faut les payer, les médecins, donc la sécurité... Oui, mais on n'est pas obligé de les payer à l'acte. Donc il faut inventer des nouveaux modèles. Et il faut voir comment on peut financer, en effet. Mais si on attend les négociations avec les médecins généralistes ou pas, et les caisses d'assurance maladie, ce qu'on a introduit aujourd'hui dans la PLFSS, la possibilité de la télémédecine, eh bien on va attendre, à mon avis, hein, mais je peux avoir tort. Alors, on risque d'attendre un peu longtemps. Florence, des commentaires C'est vrai qu'à la sortie du rapport Flash, on était un peu mitigés, parce que c'est vrai que le rapport Flash a quand même justement repris, parce que les auditions ont eu lieu dans les 10 premiers jours de septembre. Nous, on a été auditionnés aussi à cette période-là, et c'est vrai qu'il y avait plus de contre que de pour. Donc on sent quand même dans le rapport Flash, le premier rapport Flash, que la prévalence des contestations de la FHF, du secteur public, de ceux qui sont contre la réforme de la tarification, avait quand même pris le pas, à notre sens, et c'est là où on a été un peu chagrinés. Sur le reste du rapport, on est de toute façon en accord avec beaucoup de choses qui sont dans ce rapport. On voit la mission actuelle que vous faites avec Madame Fiat d'un bon oeil. De toute façon, il faut... Nous, il n'y a jamais de problème sur des missions parlementaires. Maintenant, ce que l'on veut, c'est évidemment que les professionnels soient toujours consultés, parce qu'on est sur le terrain et on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est facile ou ce qui n'est pas possible de faire. Donc voilà, on veut travailler main dans la main sur la stratégie nationale de santé de Madame Buzyn, en lien avec les parlementaires. C'est véritablement un enjeu pour nous. Et sur le fait d'aller vite,
Une volonté du gouvernement Alors, de la pousser télémédecine. les lignes. Ça, c'est bien, ça. Oui, on le voit C'est d'ailleurs. nouveau, ça, On je le trouve. voit, oui, c'est la nouvelle ère dans laquelle on s'est propulsé depuis le 7 mai. Vous n'allez pas vous faire que des copains en poussant comme ça. Ah bah écoutez, se faire des copains, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire ne rien dire, de dire que tout va bien. Et donc tout va bien, c'est-à-dire rester dans la paralysie, c'est-à-dire avoir foi dans la synthèse. C'est ce qu'on a fait antérieurement et qui n'a pas bien réussi. Non, le Parlement est là, en effet, pour faire avancer, mais pas avancer d'une manière technocratique. Ce que j'avais remarqué aussi réellement pendant la mission Flash, c'est à quel point quand même vous étiez impacté par la technocratie. Honnêtement, quoi. On est tellement qu'on s'en rend même plus compte, peut-être. Mais vous vous en rendez plus compte, mais je vous assure que vu de l'extérieur, alors vous n'êtes pas les seuls, hein, en France, ça marche comme ça. Mais là aussi, c'est un levier qu'il nous faut. Il vous faut un peu plus d'autonomie, il vous faut quand même moins de... Moi, je veux bien, hein, le CEPOM, là, j'ai regardé dans le détail, je vous souhaite beaucoup de courage, hein, réellement. Et donc, on a besoin de simplification, on a besoin d'autonomie, on a besoin de croire. Et la deuxième partie va nous permettre, je le pense, de voir à quel point on peut être inventif, à quel point on peut aller sur quelque chose qui est nouveau dans l'intérêt général, parce que évidemment c'est bien ce qu'il faut voir aussi. Et donc cette deuxième partie de la mission, elle va être plutôt centrée sur ces objectifs-là. Un commentaire sur justement ces déplacements. J'ai pas bien compris. Donc vous allez ausculter des pays européens pour voir les solutions qu'ils ont trouvées, qui marchent, c'est ça? Alors, ausculter, c'est beaucoup dire, mais ouais. On va voir en effet comment leur système, comment ils prennent en charge le vieillissement déjà, et sur place, visiter en effet un certain nombre d'établissements, parce que moi, je ne crois que ce que je vois, a priori. Et donc, c'est vraiment se déplacer. Alors, vous savez, en France, on a l'habitude de dire tout ce qui se fait ailleurs, c'est mieux que chez nous. Je ne suis pas certaine, mais en tout cas, ce qui doit être vrai, c'est que c'est beaucoup plus simple. D'accord. Florence? Sur l'étranger, déjà, nous, c'est vrai qu'on fait des voyages d'études chaque année pour justement aller voir. On a été voir au Japon, on a été voir au Danemark, on a été voir en Suède, en Espagne cette année. Donc c'est sûr que c'est toujours très, très enrichissant. Au CINERPA, on a tendance à penser que... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est... c'est pour ça qu'on est heureux, mais on a tendance à penser qu'on est les meilleurs. Mais alors, peut-être, c'est pas... quand on voit ce qui se passe dans les autres pays européens, finalement, c'est vrai qu'au début, on est tenté d'y croire en disant en Belgique, il y a beaucoup plus de personnel, en Allemagne, en fait, on a des opérateurs qui travaillent aussi en Belgique, qui travaillent aussi en Allemagne, et ils n'ont pas plus de personnel, ni même en Espagne. Donc, voilà, on rêve toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est pas forcément le cas, et au contraire, on considère que le modèle français tel qu'il a été co-construit par les pouvoirs publics et les professionnels est quand même tout à fait pertinent aujourd'hui, même si, évidemment, il faut l'adapter. Après, je reviens quand même pour les 16 visites en France, hein, surtout c'est ça que j'ai entendu, c'est ça que j'ai retenu. Évidemment, nous avons envie de nous inscrire et de vous promener sur les routes de France, dans nos EHPAD, qu'ils soient privés, commerciaux, associatifs, les parcours qu'on a. Donc, on vous fera des propositions, bien sûr. Sans problème, si ce n'est que, je vous assure, après cette mission... moi, je n'étais pas du tout un spécialiste du secteur, hein. Jusqu'à présent, je m'occupais surtout d'emploi, de formation professionnelle. Et donc, j'ai été étonnée du nombre de courriers que j'ai reçus, qui ne venaient pas que des directeurs d'établissement, même s'il y en avait, mais qui venaient aussi des citoyens lambda, qui venaient d'universitaires, qui venaient des personnes qui voulaient participer, qui voulaient être auditionnées et qui voulaient participer à une construction positive, pas simplement dans le déni ou pas simplement dans la critique. J'étais assez étonnée. Ça veut dire qu'il y a une vraie demande qui doit sortir en effet des spécialistes et qui doit être connue positivement, en tout cas quand il y a des expériences positives, mais qui doit aussi dire voilà ce qui ne va pas et voilà comment on pourrait arriver avec les acteurs et avec ceux qui en bénéficient, comment on peut arriver à changer les choses pour le bien de tous et pas de certaines catégories. Ça, c'est le travail de l'Assemblée nationale. Hein. Un mot de commentaire sur la grève de Foucheran. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça figure dans le rapport?
Est-ce que ça peut être évité demain? Comment on peut éviter ça? Comment on peut éviter ça, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. On peut pas éviter la récupération politique, c'est comme ça. Ça s'évite pas. Mais en même temps, il faut être suffisamment ouvert pour voir en effet, au-delà de l'exagération que ça produit, y compris dans les médias, il faut voir quelles sont les réalités. Et la réalité, c'est que vous avez des problèmes de recrutement, globalement, vous avez des problèmes de formation, vous pouvez avoir des problèmes de sous-effectifs. Ça, c'est une réalité et il faut le traiter. Et donc, sur ces cinq constats que j'ai fait 5 propositions. Il y a donc un groupe, et je dois dire, moi, vraiment, je remercie beaucoup la ministre de la Santé parce que ça ne se passait jamais comme ça avant. Donc là, il y a une vraie rupture aussi. Tenir compte des rapports parlementaires, je peux vous dire, j'en ai fait un certain nombre, ce n'était pas l'habitude et la norme. C'était des rapports qui duraient 6 mois quand ça ne durait pas un an, qui donnaient des préconisations sur lesquelles les ministres disaient « Ah, c'est très bien, il y a un bon travail, c'est intéressant », et puis ça s'arrêtait là. Dans le cas particulier, vous le savez, il y a un groupe sur les conditions de travail qui est constitué au ministère de la Santé, où sont associés l'ensemble non seulement des personnels, mais aussi vous-même, pour pouvoir travailler sur les conditions de travail. Il peut y avoir des améliorations, c'est bien entendu. Et je suis sûre que vous n'attendez pas le groupe de travail pour les mettre en place. Mais c'est aussi le devoir des politiques publiques. La technocratie, c'est bien un peu, quoi. Moi, je regrette de ne pas avoir pu intervenir la personne qui était là, qui présentait la direction de la cohésion sociale. Cécile Lambert. Voilà. Parce que j'aurais dit, c'est trop. Franchement, c'est trop. Oh, mais vous pouvez aller leur dire. Alors, ça nous aidera toujours. Donc on a compris ce que vous étiez en train de mettre en place, ça va prendre un certain temps, et les EHPAD risquent d'être confrontés demain avec d'autres conflits qui vont arriver. Il y a une tendance, forte actuellement. Il ne faut pas être paranoïaque, mais bon. Non, c'est pas une question de paranoïa, c'est une question de contexte. On a eu les ordonnances travail qui ont déplu fortement à certaines centrales syndicales. On a, donc du coup, effectivement, des mouvements de grève qui arrivent un petit peu éparpillés, mais toujours sur les mêmes sujets. Donc oui, il y a un climat social actuellement qui est un peu chaud. Alors Vincent Chaguet, justement, lui c'est un médiateur, c'est son métier. Il négocie, il se met entre les syndicats, les employeurs, c'est ça, en 2 mots. Et votre présence est d'autant plus intéressante, c'est vous qui êtes intervenu sur la grève de Foucheran. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment ça s'est passé? Comment est venu il y a des informations que nous connaissons, bien entendu, mais comment vous êtes intervenu? Est-ce que ça aurait pu être évité? Alors, comment je suis intervenu? Tout d'abord, donc j'ai eu un appel téléphonique suite à l'article du Monde du 19 juillet, où j'ai un groupe qui m'a expliqué qu'il y avait eu un certain nombre de négociations avec le directeur général de l'ARS, avec le préfet, où 2 postes avaient été obtenus alors qu'ils avaient une dotation qui était de bon niveau, et malgré tout ce qui avait été donné, rien n'avançait. Donc on m'a dit, il paraît que vous pouvez nous aider. Alors c'est toujours délicat quand on vous dit ça, parce que vous vous dites, est-ce qu'il faut que j'y aille ou est-ce qu'il faut que j'y aille pas? J'y suis allé, je suis arrivé en même temps que vos 2 collègues, François Ruffin et Caroline Fiat, avec qui ça ne doit pas être facile de travailler. Pourquoi Non, si vous voulez qu'on parle de ça, on en a pour 2 heures. Non, on va pas parler de ça. Mais... on ne fait pas de politique. Disons que ce n'était pas très simple. Lorsque je suis arrivé, donc François Ruffin a une qualité extraordinaire, c'est qu'il est toujours accompagné de beaucoup de médias. Et il a essayé de faire en sorte que dans la matinée, on puisse penser que ma venue était liée à son intervention. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, il a fait le pied et le gru auprès de la ministre pour essayer de devenir négociateur à ma place. Voilà, ça s'est à peu près passé comme ça. Et donc, je suis arrivé dans un établissement qui, somme toute, fonctionnait plutôt bien, avec des équipes qui faisaient leur travail, avec des familles qui étaient globalement très satisfaites, et un président de CVS qui défendait l'établissement, et malgré tout, 11 soignants qui faisaient grève depuis plus de 115 jours, et qui, eux, n'étaient pas du tout contents. Donc je n'avais pas grand-chose à leur donner, si ce n'est de la reconnaissance. Donc j'ai passé 48 heures à essayer, avec elle et avec lui, de comprendre pourquoi ils n'étaient pas contents et d'essayer de construire ensemble leur avenir. Leur avenir, c'était ne pas leur donner de prime du dimanche, ce qu'ils demandaient, ne pas leur donner d'augmentation de salaire et ne pas leur donner rien, en fait. Si ce n'est, je leur ai proposé 3 semaines de congés payés
que j'avais négocié avec le groupe pour pouvoir faire un sas de décompression, en leur disant, aujourd'hui vous êtes des stars, parce qu'il faut savoir que pendant toute la négociation, Florence Aubenas était là, pendant 2 jours. Il faut savoir que François Ruffin le textotait en permanence avec Anne-Sophie Pelletier, que tout le monde connaît ici. Et c'était une négociation très particulière, comme je n'en avais jamais connu. Et je leur ai dit, vous êtes des stars, mais demain, il va falloir retourner au travail. Donc, vous avez besoin de cette période. Et jusqu'à fin août, je veux que vous restiez en congé. Et je vous donne ces congés-là. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était de dire votre combat, il n'est pas vain. Alors vous avez dit, Madame la députée, tout à l'heure, qu'on manquait de personnel dans les EHPAD. Vous avez dit que les conditions de travail étaient difficiles. C'est sans doute vrai, et c'est pour ça que je leur ai proposé d'aller plus loin et de monter un observatoire du bien-être au travail, qui a été testé à l'EHPAD de Foucheran, qui est actuellement opérationnel, et qui permet de mesurer, c'est un baromètre, le niveau de la température pour savoir si les gens sont plutôt bien ou plutôt pas bien, sur un certain nombre de critères. Et donc ça, c'est quelque chose qui leur a beaucoup plu. Et puis, enfin, une fois qu'on a eu fait tout ça, et bien je leur ai dit, maintenant, il va falloir reprendre le travail parce que moi, je ne peux rien faire de plus pour vous. Et après, il a fallu les convaincre. Est-ce que ce mouvement aurait pu être évité ? Alors, je pense que comme tous les mouvements, c'est difficile de les éviter. Par contre, il fallait intervenir plus tôt. Oui. Ça, c'est une certitude. Mais il y a quand même quelque chose qui me paraît extrêmement important. J'interviens dans beaucoup d'établissements publics, privés, associatifs. Et je me rends compte que les établissements qui fonctionnent à un moment difficilement sont des établissements où le management de proximité n'est pas suffisant. On sait tous qu'il y a des absentéismes importants. On sait aussi que dans les établissements, il y a 3 catégories de salariés. Il y a ceux qui s'investissent toujours, ceux qui sont impliqués. Il y a des passagers clandestins, c'est-à-dire qui sont toujours à la ramasse, hein, comme on dit vulgairement. Et puis, il y a un groupe entre les deux qui va, selon le moment de la journée, selon qui travaillent, voilà, il va changer de côté. Et puis, si on fait un vrai management de proximité, eh bien, on arrive à faire basculer vers le haut le groupe du milieu et petit à petit, soit à isoler les passagers clandestins et les faire partir, soit à les ramener dans le jeu. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, alors j'en profite puisque vous êtes là, pour moi, le débat de fond, ce n'est pas le manque de personnel. Le débat de fond, c'est que tout le personnel dans l'établissement travaille. Parce qu'on parle beaucoup de qualité de vie au travail. J'ai vu que Madame la Ministre proposait un groupe de travail au ministère. Moi, je crois qu'à force de parler de qualité de vie au travail, de conditions de travail, on voit dans ce métier de soignant que les côtés négatifs. Or, il y a des gens tous les jours qui s'investissent. Et j'ai vraiment envie qu'on le dise parce qu'il y a des gens qui s'investissent tous les jours et quand les gens s'investissent, ça fonctionne. Et si les gens venaient tous au travail en ayant envie de travailler, ça fonctionnerait et on n'aurait plus de problème d'effectifs dans les établissements. Mais pour ça, il faut faire du management de proximité et c'est là où on est un peu faible. Donc moi, je suis prêt à travailler avec vous là-dessus parce que c'est un sujet que je connais bien et qui me passionne. Et je crois que c'est le message aujourd'hui. Faisons du management. Allez-y, parlez. D'autant plus que j'ai mis en place un groupe de travail, justement, sur le sujet. Mais c'est vrai, et ça s'adresse évidemment aux gestionnaires des établissements et à l'organisation du travail. Et le Parlement ne va pas faire la place, c'est une évidence. Mais est-ce qu'on peut imaginer aussi des formations, non seulement des personnels, mais aussi des gestionnaires d'établissements. Je crois que c'est tout à fait, ça existe, hein, j'en suis sûre, tout à fait important. Dernière chose, sur les effectifs aujourd'hui, il est dit qu'il y a 10% de taux d'absentéisme et des accidents du travail qui sont importants. Alors là, il y a un problème aussi de management, de conditions de travail. Et c'est évident que quand quelque chose ne marche pas, ce n'est pas parce qu'on va rajouter des effectifs que ça va marcher. Ça, on est bien d'accord avec ça. Mais s'il n'y a pas l'effectif minimum présent, c'est un problème, c'est un véritable problème. Mathieu Collet, qui est le patron de l'agence Euro Agency, moi j'aimerais savoir comment il faut interpréter, percevoir cet acharnement médiatique sur les EHPAD, alors que même effectivement s'il y a des progrès à faire, l'accompagnement, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits dans les EHPAD. Comment vous expliquez ça, cet acharnement? C'était quand même moins violent quand il y avait 6 lits par chambre, hein. Il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans. Oui, mais la demande des gens est différente. Ouais. Alors, comment vous l'expliquez, vous? Oui, alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait un acharnement particulier. Je sais que beaucoup de personnes crient halte au bashing des EHPAD, etc. Je ne pense pas qu'il s'agit d'un acharnement. C'est pas une réalité pour vous? Non, il y a une réalité sur le fait qu'il y ait des crises, qu'il y ait des situations un peu compliquées. Il y a tout un ensemble d'articles qui sont passés tout à l'heure. Il y a l'été, en effet, comme le disait Florence, il y a
c'est une période où les crises sortent plus facilement. Il y a aussi un contexte politique, il y a la mise en œuvre de la réforme qui n'est pas toujours simple. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il y a un acharnement particulier. Voilà, il y a en effet un sujet qui monte. Il y a aussi des récupérations politiques, donc ça c'est un point important. En revanche, en fait, là j'ai amené avec moi, j'ai trouvé ici le mensuel des maisons de retraite, qui est une très bonne publication. Très bonne revue. Ouais. Pardon. J'ai son directeur de publication. Voilà, là, excellent. Et en fait, il y a un article sur Stop à l'EHPAD bashing. Il y a la réaction d'une lectrice du journal Midi Libre, qui est directrice d'EHPAD Yves Cousy, qui s'appelle Muriel Brajon. Et cette dame dit tout, en fait, dans sa réponse. Elle dit quoi? Je peux vous lire quelques passages. Je ne peux laisser écrire avec mes locaux en toile de fond autant de banalités d'idées reçues sur notre métier sans réagir. Donc là, elle parle d'articles qui pointent du doigt des EHPAD. J'ai beaucoup cherché donc pour motiver mes réponses auprès des juristes, de mon assureur, de mon service juridique, de mon syndicat. À court de ressources, j'ai cherché dans mes cours de philosophie, parce que sans aucun doute, il est question d'éthique et de déontologie professionnelle. Ensuite, elle dit « Dire que oui, nos aînés ont besoin de moyens d'hommes et de femmes pour les accompagner, c'est ce dont vous parlez tout à l'heure, mais ils ont surtout besoin d'un monde où la société pourra enfin changer son point de vue sur le vieillissement pour ne pas en faire uniquement un sujet à sensation, mais pour en faire un sujet tout court. » Donc en fait, le sujet, il est là. Moi, en tant que communicant, mon sujet, c'est ça. C'est quoi? Ça ne va pas être le cas de tel EHPAD ou de tel cas, parce que sur 6000 EHPAD, il y a forcément des canards boiteux, il y a forcément des cas particuliers, il y a forcément des choses qui ne vont pas. Mais le vrai sujet, c'est la manière dont la société... excusez-moi, je ne veux pas ouvrir des portes ouvertes, mais je vais vous le formuler d'une manière différente. Bon, ça, c'est un constat, la société. Non, mais je vais vous dire comment on peut arriver à passer ce cap. C'est le regard de la société sur les personnes âgées, sur la dépendance. Mais en fait, dire ça, c'est enfoncer une porte ouverte. Mais en revanche, si on peut prendre l'exemple, par exemple, de l'affaire Weinstein et de toutes ses conséquences. Là, il y a une vraie prise de conscience qui s'est faite collectivement. Et je pense, moi, à titre personnel, qu'on a fait une avancée dans notre civilisation. Voilà. Et ben, je pense qu'une des prochaines avancées civilisationnelles qu'il faudra faire, c'est de questionner vraiment et de faire en sorte que ce soit un sujet de société fondamental, la place des personnes âgées, la place des personnes en dépendance dans la société. Aujourd'hui, voir des problématiques de maltraitance, même si elles sont ponctuelles, et dire que c'est un problème d'EHPAD, moi, ça ne me va pas. Je pense que c'est un problème de société. Un problème de maltraitance. Ce n'est pas un problème d'EHPAD, ce n'est pas un problème du secteur, ce n'est pas le problème du CINERPA, c'est un problème de tout le monde. C'est le problème de l'État, des collectivités, de l'opinion publique, c'est le problème de tout le monde. Donc voilà, donc, et si vous voulez, on apportera de mauvaises réponses à ce sujet-là si on commence à pointer du doigt un acteur, que ce soit l'État ou un autre. Je me mets à la place du directeur d'EHPAD qui est pris dans la tourmente. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quels sont ses réflexes qu'il doit avoir de communication, etc. Après, ce sont des... Il doit dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'État, non, pas du tout, au c'est la faute de la société. C'est absolument le contraire qu'il faut faire. Mais ça, il doit botter en touche. Qu'est-ce qu'il doit faire? Non, il ne doit pas botter en touche. Là, après, ce sont des sujets de communication, de gestion de la communication, de gestion de crise. Donc déjà, quand on a un problème, on valide le problème, on fait en sorte qu'on ne nie pas et on ne se cache pas derrière son petit doigt, on assume l'existence d'un problème. Voilà, on le qualifie et on le reformule pour soi et on va dire qu'en effet, on va y apporter des réponses. On ne peut pas se cacher derrière un problème. Peut-être ce qui s'est passé à Foucheran, c'est peut-être ce côté-là. Je connais pas. Ils ont mis trop de temps à répondre. Je connais pas SGMR. Je pense... De ce qu'on a vu, on avait regardé le sujet avec Florence de près et avec Jean-Alain aussi. Le cas Foucheran, en effet, il y a eu un manque de réactivité qui était certain. Et donc en fait, la crise a pourri, et puis après, elle a suffisamment pourri qu'elle a pu être instrumentalisée politiquement. Donc oui. Florence? Oui, ben Florence, voilà. Quoi. Florence, elle constate qu'il n'y a pas de solution miracle. Là, en plus, on est évidemment sur des sujets un peu... parce qu'on a vécu un enchaînement. C'est pour ça que c'était intéressant de voir comment la contestation auprès des réformes, comment la contestation sociale peut amener un enchaînement médiatique et finalement revenir sur des réformes encore. Donc on est dans en permanence. Alors c'est vrai que toi, comme tu es un communicant, tu ne penses pas qu'il y ait de bashing. Et nous, il est vrai qu'en tant que secteur, c'est violent. Mais c'est vrai que quand j'en parle à des amis extérieurs, même quand il y a 3 jours, une séquence de 3 jours sur les EHPAD, nous, on le vit
vraiment violemment, alors que c'est vrai que la population va avoir plus de recul, va pas forcément entendre ce qu'on entend. Nous, on le vit violemment, les salariés le vivent violemment, tout le secteur le vit violemment. Quand il y a des unes vengeresses comme on a eu, on est tous très très mal, mais très malheureux même. Très Monique Iborra, vous vouliez. Je crois qu'il ne s'agit pas de montrer des boucs émissaires, parce que dans ce secteur-là, on est tous responsables, y compris d'ailleurs l'action publique, l'action politique, d'une manière claire. En France, quelle politique avons-nous globalement du vieillissement? Est-ce qu'on en a une? Voilà. Et je crois que si ce qui s'est passé a eu un petit avantage, c'est en effet de dire attention, ça existe, c'est pas pris suffisamment en compte et il faut qu'on le fasse. Après, il ne faut pas non plus exagérer les choses. Je comprends que vous le viviez mal. Et c'est évident. Mais enfin, sur le nombre d'EHPAD, il n'y a pas eu quand même des grèves. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu même pas une dizaine de grèves. Une dizaine de mouvements sur 7000 EHPAD. Hein, donc effectivement. Oui, mais écoutez, là aussi, j'ai envie de dire, ça peut arriver. Les entreprises où il y a des grèves, il y en a aussi pas mal. Il y a une forme de démocratie. Là où ça devient difficile à entendre, c'est si en effet les constatations qui sont faites sont montées en épingle et exagérées. Bon, ça évidemment, je comprends que ça vous gêne, mais ça veut dire aussi qu'il y a des choses à faire. Donc il faut vivre avec, si je comprends bien. Non, pas du tout. Ah, non, il faut essayer de résoudre. Oui, non, absolument pas. Il ne faut pas vivre avec, parce que si on commence à vivre avec, on a des idées qui s'installent de maltraitance institutionnelle, de choses comme ça. Non, mais il faut vivre avec cette pression médiatique, et pour pouvoir les contrer, mettre en place des systèmes avec des médiateurs. Il faut faire avec. Voilà, il faut faire avec, et il faut intégrer le fait que ça existe. Et donc ça veut dire que les EHPAD, le secteur, doit aussi intégrer ça, et intégrer ça dans sa manière de fonctionner. Donc en effet, le risque réputationnel, la question de gérer sa communication autrement que sur des prospectus sans papier glacé, c'est très bien, mais aller au-delà du discours purement commercial, il faut sortir de ça. En effet, il faut prendre en compte les grands groupes ont les moyens de s'offrir à une agence de com, etc., mais les petites ETI, les petites PME... Les petites ETI, les petites PME, c'est le CINERPA qui fait. D'accord, donc le CINERPA... Déjà, il y a un numéro d'urgence, ça fait 2 ans qu'on a un numéro d'urgence, week-end compris, nuit compris, donc quand on a un adhérent a un problème grave, c'est arrivé plein de fois, il y a eu des inondations en pleine nuit, il y a eu des tas de choses, des incendies. Eh bien, il y a un numéro d'urgence à appeler, qui est toujours sur la bande-son du répondeur. On met en lien directement avec Euroagency pendant 2 heures gratuitement. Et un médiateur aussi, quand il faut. Évidemment, donc maintenant on travaille régulièrement avec Vincent Chaguet, qu'on envoie à nos adhérents quand ils ont une problématique. On s'est structuré au niveau de la communication au CINERPA, c'était une personne il y a encore 5 ans, maintenant c'est 7 personnes, c'est environ 7 personnes, donc entre la communication média et la communication affaires publiques. Donc on se structure pour répondre à ces crises médiatiques qui peuvent arriver, sachant quand même que de toute façon nous sommes une profession à risque, ça c'est une évidence, et que du coup nous ne pourrons jamais éviter les crises. Allez, un dernier mot de Jean-Alain Marguerite. Le sujet est vaste. Non, mais j'ai trouvé extrêmement intéressant le sujet, puis les réponses. Parce qu'au fond, il y avait 3 regards à un même problème. Il y avait le regard du politique, avec les mains dans la politique, pour ne pas dire autre chose. Le regard effectivement du médiateur, qui lui a toujours un pied d'un côté, un pied de l'autre, et qui doit arriver à une synthèse qui soit constructive. Et puis le regard du communicant, un petit peu plus même sociologique, une vision un peu plus philosophique. Moi, j'en arrive quand même à la conclusion. Au fond, la profession, elle doit être à un petit tournant en ce moment. Ce que vous avez dit, Madame la députée, me paraît très très vrai. Les personnes âgées que nous accueillons dans nos établissements aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans. Et clairement, les réponses que nous devons apporter doivent être des réponses qui doivent aussi évoluer avec ces nouveaux besoins. Et on doit tenir compte de ce que seront les personnes âgées dans 10 ans, parce que la réponse, elle peut pas être immédiate, répondre uniquement à un problème immédiat. Donc oui, moi je crois qu'on est à un problème charnière, et on sent bien ces petites turbulences qui viennent un petit peu du côté du politique, des syndicats, de la profession, ainsi de suite. Il faut, et je crois que c'est intéressant, que vous immergiez, comme vous avez dit,
dans les établissements, sur le terrain, auprès des professionnels, quels qu'ils soient, direction, soignants, etc., pour qu'ensemble, on essaie d'apporter des réponses qui soient constructives pour l'avenir. Mais il y a une chose, moi, qui me paraît importante, on n'en a peut-être pas assez parlé aujourd'hui, c'est la formation des personnels que nous avons dans nos établissements. Il y a une carence, me semble-t-il, au niveau des personnels soignants, particulièrement en matière d'approche gériatrique et gérontologique. Aujourd'hui, une aide-soignante n'a pas un diplôme suffisant pour faire face à des situations parfois extrêmement complexes de démence, de problèmes neurologiques et autres. Il va falloir, dans les années qui viennent, et même dans les mois qui viennent, voire dans les semaines qui viennent, travailler sur le contenu des formations. Voilà, moi, c'est un peu ce que j'avais à dire sur le sujet, ce que ça m'avait inspiré. Et j'aimerais que... Je vais prendre mon micro. Bien qu'on applaudisse donc Monique Iborin, Vincent Chaguet et Mathieu Collet pour ces indications. Alors, Florence, la loi oblige à se doter d'un médiateur de la consommation pour tous les litiges relatifs à un contrat de vente et de prestation de services. Et le CINERPA a signé récemment un partenariat avec l'Association des médiateurs européens. Alors, on va faire le point tout de suite. Tu vas nous planter le décor dans quelques instants. J'aimerais que Angela Albert, présidente de l'AME, et Patrick Goé viennent nous rejoindre sur le plateau. On les applaudit. Alors Florence, quelques mots de contexte. Donc, Oui, alors c'est une directive européenne qu'il a fallu transposer en droit français. Et finalement, c'est un peu lié avec le sujet d'avant, mais c'est une continuité encore, puisque cette directive européenne oblige maintenant tous les secteurs, quels qu'ils soient, tous les secteurs qui ont un lien avec les clients, de se doter d'un médiateur de la consommation. Donc évidemment, on a immédiatement regardé ce dossier parce que Jean-Alain, d'ailleurs, depuis des années, me disait il faudrait un médiateur dans ce secteur, il faudrait un médiateur, d'ailleurs pour toutes les questions qu'on vient d'évoquer juste avant. Et je me disais mais qu'est-ce que c'est, pourquoi? Et puis finalement, la directive européenne l'a dit, la loi l'a dit, donc finalement, on l'a mis en place assez rapidement. On a eu la chance de tomber sur Angela et l'association des médiateurs européens avec qui les choses se sont passées assez vite. Et au congrès de Deauville, on a annoncé qu'on signait cet été 3 conventions avec l'AME, qu'on a fait valider par la DGCCRF. Ça n'a pas été une mince affaire parce qu'on était quasiment les premiers à tirer dans cette histoire. Et donc on a mis en place, et vraiment j'attire votre attention à tous les adhérents. On a 2400 adhérents et tout le monde n'est pas inscrit sur le site de l'AME. Donc on a fait une convention cadre qui permet à tous les clients de nos adhérents de bénéficier gratuitement d'un recours à un médiateur de la consommation. C'est une cotisation de 10 € pour chaque établissement adhérent et l'établissement aura à régler 100 € par litige quand un litige survient. Donc c'est une bonne façon aussi de rentrer à nouveau et de rentrer encore plus en contact avec nos clients, les consommateurs, le grand public, pour leur montrer aussi qu'on leur tend la main et qu'on veut être entendu et qu'on veut les entendre surtout. Ce type de convention risque pas d'augmenter les litiges? Si, justement, mais elle va nous en parler. Il y a toujours une petite hausse de litiges, nous a-t-elle dit, évidemment, puisque ça n'existait pas. Donc forcément, dans les 2 premières années, on risque d'avoir des litiges qui peut-être étaient traités par plainte à l'ARS, par plainte au département, et qui vont être traités par médiation, ce qui est plutôt positif. Alors Angela Albert, présidente donc, de l'Association des médiateurs européens, un premier bilan sur les adhésions des membres du CINERPA. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes... Très bien. Oui, vous êtes contente? Comme tout le monde. Il y a un engouement des adhérents du CINERPA? Alors, un engouement, je ne vais pas dire tout à fait ça. Donc j'entends 2400 adhérents, uniquement à peu près 750 aujourd'hui se sont inscrits. Un peu compliqué, on a un peu essuyé les plâtres, il faut quand même le dire, avec la DGCCRF. Mais aujourd'hui, tout va bien. Les 3 conventions sont largement signées. Nous avons mis en place un bulletin d'adhésion simplifié pour chacun de vous. Donc, c'est extrêmement simple. On va sur le site AME Conso. Je vous parlerai de l'AME tout à l'heure parce que j'ai entendu ce qui s'est dit sur la table ronde juste avant. Donc, il faut quand même que vous le sachiez. Donc, AME Conso, le formulaire désigner un médiateur. On clique sur le logo CINERPA, il y en a 3. Et ensuite, on s'inscrit en ligne et on paye 10 €. Voilà.
Ça, c'est pour la première phase. La deuxième phase, si une réclamation arrive sur le site internet AME Conso, c'est moi qui la reçois et ensuite le bureau va vous désigner un médiateur de la consommation. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est obligatoire pour tout professionnel, mais en revanche, et donc payant pour le professionnel, gratuit pour le consommateur. En revanche, vous n'êtes pas dans l'obligation d'accepter la réclamation et la médiation. C'est important quand même de le dire. Il y a déjà eu des saisines pour régler des litiges? Alors, 4 saisines, oui, dont une cet après-midi en urgence, oui, puisque j'ai une personne qui se plaint. Sa maman doit être hospitalisée demain matin et elle m'a saisi donc, par Internet en urgence. Elle est dans une maison de retraite. Elle s'oppose à cette hospitalisation. Alors, bon, je vais essayer de gérer ça ce soir. Donc, sur les autres cas, il s'agit pour essentiellement un problème de communication et de lien. Moi, je dirais que ça manque de formation et de management. Je suis d'accord, je ne sais plus qui l'a dit. Tout simplement, il faudrait mettre en place un process et peut-être une petite formation. Ils se plaignent essentiellement que les personnes âgées ne mangent pas assez bien. Beaucoup de problèmes de vêtements qui sont mal lavés, mal inscrits, qu'on perd, je ne sais pas trop quoi. Et j'ai eu un problème un peu plus ennuyeux concernant un patch de morphine qui serait surdosé. Alors, je ne suis pas médecin, mais dans notre liste de médiateurs, nous avons vraiment des gens très compétents, dont un professeur de médecine, donc pas de difficulté. Je pense que ce dossier-là sera confié à notre professeur de médecine pour qu'il traite le problème de la morphine. Alors, voilà. Dans ces cas-là, vous avez eu les signalements et vous appelez l'établissement, enfin, vous Alors, contactez l'établissement ? Donc, on reçoit la réclamation. Nous avons un délai de 3 semaines pour vérifier si la réclamation est recevable, c'est-à-dire qu'en réalité, les consommateurs doivent, dans un premier temps, vous contacter pour que vous régliez en amont le litige avec eux. Si cela n'est pas fait, et s'ils ont fait cette réclamation au préalable, et si on a tous les documents, là, je vais dire que la réclamation est recevable, je vais contacter l'établissement en disant, voilà, nous avons une réclamation, et à ce moment-là, vous réglerez les 100 € que Florence a indiqué tout à l'heure. Si vous acceptez la médiation, vous n'êtes pas obligé. D'accord, donc par définition, l'établissement est censé déjà savoir, alors du coup, puisqu'il est censé, si vous acceptez la médiation, c'est que l'établissement a déjà reçu une information comme quoi la personne n'était pas satisfaite. Tout à fait. Donc l'intérêt, c'est que vous régliez vous-même vos litiges, parce que vous êtes là vraiment en relation avec les familles et avec les personnes, avec les consommateurs. Donc c'est à vous vraiment de faire ce lien. C'est pour ça qu'il me semble que cette formation des managers, des directeurs est très très importante. Et je voudrais juste revenir sur ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation de projet, c'est-à-dire la médiation en amont. La médiation en cas de crise, on fait quoi? Eh bien, si on a déjà réfléchi à ce process, on l'a déjà inscrit, on est déjà formé, on avance beaucoup plus vite. Et c'est vrai que peut-être on peut éviter des conflits cristallisés comme ceux qu'on vient de voir. Alors Patrick Goé, moi ça m'intéresse aussi d'avoir votre témoignage. Vous êtes adjoint au défenseur des droits. Pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas moi je ne connais pas trop. Ancien directeur général de l'UNAPI, ancien délégué interministériel aux personnes handicapées et maintenant défenseur des droits. Donc vous occupez plutôt des personnes fragiles, si j'avais à résumer, c'est ça ? Oui, tout d'abord, donc, merci de m'avoir invité, bonjour. D'ailleurs, tout ça a commencé au congrès de Deauville. C'est là où vraiment... Tout commence à Deauville. En plus, à Deauville. Oui, le congrès de la structure. Le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante. C'est une autorité administrative indépendante de nature constitutionnelle. L'équivalent, par exemple, c'est la CNIL. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'on fait ? On lutte contre les discriminations, et je vais vous dire lesquelles, parce que parmi les critères de discrimination, il y en a qui vous concernent.
Ensuite, on agit en faveur de l'égalité de traitement. Et pour tout cela, nous avons des délégués sur le terrain. Nous avons 500 délégués sur le terrain, dont une centaine d'ailleurs sont assez spécialisés dans la question du handicap. Mais handicap, perte d'autonomie, etc., j'y reviendrai, c'est assez proche. Et nous pratiquons la médiation. C'est-à-dire que nous, quand on est saisi, on essaie de réaliser un règlement à l'amiable. C'est ça, le fondement de notre démarche. Alors, on se repose sur quoi? Le législateur a identifié, il a reconnu 24 critères de discrimination. C'est beaucoup d'ailleurs, parce qu'il y en a qui se recoupent. Ce qui ici nous concerne, c'est l'âge évidemment, mais c'est aussi l'état de santé, c'est aussi la perte d'autonomie et puis le handicap. Et quand vous avez réuni ces 4 critères, vous êtes à plus du tiers des saisines qui nous parviennent au titre de la lutte contre les discriminations. Alors, quand on est saisi, eh bien, on cherche une solution et on accompagne le règlement de la difficulté qui nous est soumise. Et à la suite du congrès de Deauville, la prise de conscience chez le défenseur des droits d'un traitement relativement insuffisant de la question de l'âge s'est emparée de l'institution. Et nous venons d'ailleurs de mettre en place un service qui est un service que l'on a intitulé « Droits des malades et dépendance ». Et d'ailleurs, si vous en êtes d'accord, à la suite de ce congrès, et dans quelque temps, quand l'équipe se sera installée, je pense que ça sera tout à fait utile que nous nous rencontrions, que vous rencontriez avec d'autres acteurs, pour que les membres de ce service appréhendent de manière tout à fait concrète les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés, qu'il s'agisse de vos usagers, qu'il s'agisse de vous-même. Encore une fois, on est dans la médiation. En quoi vous améliorez justement la relation entre les gestionnaires d'établissements et puis leurs clients, leurs usagers? Ah ben on propose une solution. Quand il s'agit d'un cas concret, oui, on propose une solution. Oui. Lorsque nous observons toute une série de cas concrets qui sont proches les uns des autres, nous avons aussi la possibilité, avec nos interlocuteurs et nos partenaires, de réfléchir à la réalisation d'un avis ou d'une recommandation destinée précisément à améliorer la situation. Le SINERPA, la démarche du SINERPA, comment vous la jugez? Elle va dans le bon sens? Ah oui, globalement, oui, elle va dans le bon sens. Tout peut toujours être mieux. D'accord. Hein, mais ça va vraiment dans le bon sens. Et c'est le SINERPA qui a pris l'initiative de ce contact. Donc ça veut dire que de son côté, je parle sous votre contrôle, mais de son côté, au vu de certaines difficultés rencontrées, le SINERPA a estimé qu'il pouvait y avoir chez le défenseur des droits un interlocuteur aidant à améliorer la situation générale et à améliorer les situations particulières. Comment vous allez vous compléter avec l'AME? Est-ce que vous allez ça, il va falloir qu'on négocie. Vous n'allez pas vous marcher sur les pieds, non? Médiation. On va faire une médiation. Alors, vous faites un peu la même chose, non, tous les deux? Eh bien non. Ah. Eh bien non. Alors expliquez-nous. Vous savez, il y a médiation et médiation. Oui. Donc je crois qu'il y a diverses formes de médiation. J'entends, on va porter des avis, des recommandations. Le propre de la médiation, on dit que la médiation, c'est l'affaire des parties. L'affaire des parties, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, théoriquement, le médiateur ne va pas donner un avis ou une recommandation, une proposition. Sauf qu'en matière de consommation, si les parties n'arrivent vraiment pas à trouver d'accord, le médiateur va faire une proposition. Mais cette proposition restera confidentielle et les parties ne sont pas dans l'obligation de la suivre. C'est quand même très très différent de ce que vient de nous expliquer M. Goët, je pense. Voilà. Oui. Et avec M. Goët, on va travailler ensemble. Aujourd'hui, on n'a jamais encore travaillé ensemble. Et donc l'idée, c'est justement de voir un peu ce qui remonte auprès du défenseur des droits pour voir un peu comment nous, on peut travailler avec vous et agir voilà, sur les éventuels motifs de plainte. Donc pour nous, c'est un complément en fait par rapport à la médiation avec l'AME. Et c'est en lien quand même avec la table ronde précédente. C'est quand même, les gens ont besoin
de ça, ont besoin de savoir qu'on les entend, qu'on n'est pas sur notre route comme ça. Vous voyez cette dame-là qui a un problème avec sa maman, le fait de l'appeler, ça l'a déjà apaisée. Elle a entendu quelqu'un qui a pris en compte son SOS. Et déjà, je pense que ça va mieux. Ce soir, lorsque je vais la rappeler, je pense que déjà les choses vont être beaucoup plus calmes. On va essayer de savoir pourquoi sa maman a besoin d'être hospitalisée et pourquoi elle ne veut pas. L'intérêt de la médiation, c'est connaître les besoins et les intérêts. Voilà. Alors, je suis à côté justement de Pascal Guérin. Pascal Guérin, c'est le directeur général de Domidep. Une réaction, est-ce que cette convention signée entre Synerpa et l'AME, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors, aujourd'hui, ce qu'elle a changé, elle est tout juste mise en place. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu de cas concret. Par contre, ce que je tiens à souligner, c'est que quand on a vu arriver cette nouvelle obligation, on s'est dit, bon, encore une nouvelle couche administrative qui nous tombe dessus, encore une usine à gaz. Le fait est que ça s'est passé vraiment très, très facilement. Grâce effectivement à ce qui avait été travaillé en amont avec le Synerpa et votre association, effectivement, comme vous l'avez montré, un simple clic, on a inscrit l'ensemble de nos plus de 70 établissements en quelques minutes. Et aujourd'hui, on est complètement au carré avec la loi. Il nous reste à mettre complètement à jour nos sites internet, ça c'est quasiment finalisé, et bien sûr tous les documents qui sont pour les résidents, contrat de séjour, présentation au CVS, etc. Le livret d'accueil, etc. Voilà. Donc ce travail-là est quasiment en phase de finalisation, et c'est vrai qu'on attend, alors pas spécialement avec beaucoup d'attente les premières réclamations, mais bon, en tout cas, on est... Il n'y en a pas pour vous pour l'instant. Je sais bien, j'espère que ça va continuer comme ça encore un petit moment, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment, je voulais souligner auprès de tout le monde, on n'a que 700 a priori inscrits, que c'est vraiment très facile, et là, je vous remercie beaucoup, parce que vraiment, ça a été pour nous un grand soulagement. Merci à vous. Oui, merci beaucoup au Synerpa aussi, qui a énormément collaboré, et c'est vrai que ce travail de concertation a été... assez important en amont, et qu'encore une fois le Synerpa a essuyé les plâtres, puisque ça a été le premier qui, dans le monde de la santé, a lancé le médiateur de la consommation. Donc il faut communiquer là-dessus. Hein. Synerpa est le premier. Très il faut le faire savoir. Parce que la loi le dit, la directive européenne le dit, la loi le dit. Alors nous, on se met évidemment tout de suite, on se dit, oh là là, comme déjà on est privé, donc il faut absolument te mettre dans les clous. Et c'est la DGCCRF quand même qui a mis 3 ou 4 mois pour réagir. Hein, parce que c'est d'ailleurs, on devait le signer au 1er juillet. On a finalement signé au 1er septembre, mais finalement ça a encore traîné derrière. Parce que l'État lui-même avait donné les règles du jeu, mais c'était pas adapté à ces nouvelles règles du jeu. Donc on a essuyé les plâtres, mais aussi parce que l'État n'était pas forcément très bien préparé à la mise en place de ce dispositif. Alors attention, il y en a quand même à peu près 250 qui n'ont pas encore véritablement, correctement rempli le bulletin, donc et surtout qui n'ont pas réglé aussi. Donc s'ils n'ont pas réglé... le problème, c'est que théoriquement, je vous le dis par rapport à la DGCCRF, ils ne peuvent pas inscrire qu'ils ont bien le médiateur de la consommation AME. Voilà. D'accord. Patrick Goé, un dernier mot. Oui, 2 choses. La première, nous aurons certainement des cas particuliers à régler, mais nous aurons aussi à discuter ensemble et à déterminer des orientations sur des problématiques d'ordre général. Mais pour conclure totalement, je voudrais attirer votre attention sur 3 causes de difficultés majeures et qui relèvent des saisines qui nous parviennent. Ça ne concerne pas uniquement les personnes âgées, ça ne concerne pas uniquement la prise en compte et la prise en charge de leurs problèmes, c'est une problématique d'ordre général, mais vous n'y échappez pas. Premièrement, ce sont les inégalités territoriales. Il y a de lourdes inégalités territoriales dans notre pays, et pour 80% des saisines qui nous parviennent, quelque part, il y a une difficulté locale. La deuxième chose, c'est la complexité des systèmes. Ça a été à un moment donné évoqué, il y a une quantité industrielle d'intervenants, vous vous mettez à la place d'un citoyen, on lui dit, il y a une Maya, il y a le Synerpa, il y a la MDPH, bientôt il va y avoir une MDPA, etc. C'est le foutoir. Et par conséquent, il y aurait à travailler hardiment sur... les systèmes sont faits essentiellement
par et pour les prestataires, il faudrait aussi qu'il soit fait avec et pour les bénéficiaires. Dernier point, il y a des populations à besoins particuliers. Et j'en connais une spécifiquement, ce sont les personnes en situation de handicap. La bonne loi, dont on a à plusieurs reprises parlé au cours de la journée, elle ignore très sensiblement la problématique de certaines populations à besoins particuliers. Donc, s'il y a à améliorer le dispositif à la fois législatif et d'accueil, eh bien, voilà un domaine qu'il faut remettre sur la table et qu'il faut perfectionner. Eh bien, j'aimerais qu'on applaudisse Patrick Gouet et Angela Albert pour ces interventions très convaincantes. Table ronde suivante, ma chère Dernière, Florence. quand même, hein, non, parce que je voudrais quand même que vous ne soyez pas, ce qu'ils vont dire, ils sont fous, on va y rester jusqu'à minuit. Merci Patrick, merci Angela. Donc c'est quand même la dernière séquence. Alors, 1er avril 2018, l'ANESM sera intégrée à l'HAS. Ouais, donc alors, ça, donc du coup, on a dit HANESM, ouvre-toi. Voilà. En fait, vous faites de la com maintenant. Alors, on essaye. Super. Alors, pour en parler, on va accueillir tout de suite le directeur de l'HAS, de la Haute Autorité Santé. C'est Dominique Meigne. On l'applaudit. Voilà, Dominique Meigne, vous pouvez vous installer à côté de Florence, elle se sentira moins seule. Voilà, c'est ça. Voilà, donc Florence, peut-être quelques éléments de contexte avant de passer la parole. Absolument. On avait donc depuis des années notre agence qualité dans le secteur social et médico-social, l'ANESM, qui a été créée en 2007 par la loi de 2002. Et les décrets d'application l'ANESM, depuis 2007, a mis en place les évaluations internes et externes dans le champ des établissements sociaux et médico-sociaux. 35 000, il n'y a pas que les EHPAD, c'est tout le champ du handicap, le champ de l'enfance, le champ des personnes âgées. Et c'est vrai que cette agence de 35 personnes a été un peu esselée. Et donc l'HAS, qui est une structure à peu près similaire, mais beaucoup plus grosse, puisqu'elle gère la certification des cliniques et des hôpitaux, a été mandatée pour récupérer l'ensemble du champ et donc récupérer l'ANESM au 1er avril 2018. Et c'est donc cette année, dans le projet de loi de finances, dans la loi de finances de la sécurité sociale qui a été votée en début d'année. Et donc, dans notre secteur, on va avoir donc un nouvel interlocuteur qui va être l'HAS ou l'HANESM ou l'HAS. Bon. Oui. Alors... La Haute Autorité de Santé, pour l'instant. Pour l'instant, oui. Voilà. Donc on garde ce nom. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est le législateur qui l'a fixé, donc c'est lui qui, le cas échéant, pourrait être amené à le bouger. Bon, moi, ce que je sais, mais il faut respecter le processus qui n'est pas complètement terminé, c'est que pour l'instant, le nom persiste. Je rajouterai, pour ne pas me cacher derrière mon petit doigt, qu'on considère à la Haute Autorité de Santé qu'on a mis 10 ans à installer cette marque qui est aujourd'hui reconnue au plan national, voire même au plan international, et que ce serait peut-être pas nécessairement très productif pour l'ensemble des parties prenantes, y compris celles qui arrivent, de devoir repartir sur une nouvelle démarche. Il y a une petite question de terminologie, puisque évidemment le secteur... Mais bon, la santé au sens large, et en fait, ce que fait en fait l'article 51 de la loi, c'est qu'il élargit les missions de l'HAS. C'est une sorte d'HAS augmentée, ça c'est clair. C'est une HAS augmentée. C'est pas l'intégration du deuxième étage du bâtiment dans la structure. C'est bien au-delà de ça. C'est un élargissement des missions. Alors moi j'ai une question. Qui a lâché. 1, 2, 3. Ça y est, c'est bon. Dominique Meigne, comment le monde de la santé se prépare à accueillir le monde médico-social ? D'abord, le monde de la santé, il n'est pas si clivé. C'est pas ce qu'on me dit, moi. Oui, mais je pense que ceux qui vous ont dit ça, ou tout au moins ceux que vous avez voulu écouter, vous ont donné une présentation qui est peut-être pas tout à fait celle de la vraie vie. Bon, d'abord, une grande partie des acteurs du monde de la santé sont aussi des effecteurs dans le champ médico-social.
Hein. D'accord. Par ailleurs, la continuité, en fait, c'est quand même ce qui compte. Hein. C'est en termes de parcours de vie qu'il faut regarder ça. Bon, la continuité aujourd'hui, c'est de s'intéresser au parcours des patients, des personnes âgées notamment, entre ce qu'on appelle le court séjour et notamment les EHPAD. Et donc ils sont favorables, les lignes ont bougé. Moi, je crois que, alors, du côté des parties prenantes, c'est un sujet, mais enfin, il ne faut pas non plus... nous avons le CINERPA qui est très, très proactif et qui est dans notre dos à nous pousser, et on trouve que c'est très stimulant. Du côté des grandes fédérations, notamment celles qui sont biganes entre le secteur sanitaire et médico-social et social, elles sont favorables. Oui. C'est-à-dire la FEHAB, c'est-à-dire la Fédération hospitalière de France, par exemple. Moi, ce que j'aimerais savoir concrètement, qu'est-ce qui va changer, et est-ce que vous avez des objectifs très précis à nous communiquer? Oui. Alors, ce qui va changer au 1er avril 2018, mais bon, on espère dans une transition qui va être lissée, c'est que les portes vont s'ouvrir, au sens physique du terme aussi, entre nos deux agences, et qu'on va pouvoir hybrider les cultures, parce qu'effectivement, on voit avec l'ANESM arriver des savoir-faire, des cultures professionnelles qui existent, parce que là aussi, les personnels, les experts, les acteurs de la chaise au sens large ne sont pas monoculturés au point qu'ils ignoreraient. Mais on va voir arriver un corpus de culture, la bientraitance, les valeurs d'humanisme que nous partageons. Tout ça, c'est, dans un premier temps, à partager. Dans un second temps, c'est ce qu'on appelle, alors excusez-moi le terme un peu techno, mais c'est l'alignement de nos programmes de travail. On a toute une série de saisines dans lesquelles on est sur des bordures, où on est co-prescrit. Enfin, l'État a beaucoup joué avec ça d'ailleurs. Et donc, on va donner de la lisibilité et de la synergie aux différentes saisines, c'est-à-dire au programme de travail de chacune des deux agences, désormais réunies. Après, c'est peut-être ce que vous attendez, c'est ce qu'on va faire sur le métier. Oui. Bon. Alors, il faut regarder les choses pas à pas. On travaille aujourd'hui à ce qu'on appelle la législation constante. Donc, l'un des problèmes que nous pointions, notamment dans le champ de la certification des établissements, c'était les ruptures entre, alors là, pour le coup, c'était de vraies ruptures, entre la certification du champ sanitaire et celle du médico-social, avec des effets ridicules, ubuesques, où, par exemple, dans des structures qui sont majoritairement médico-sociales, c'est-à-dire notamment de gros EHPAD avec des foyers de vie, où on a conservé des lits de médecine, nos visiteurs venaient regarder les 10 lits de médecine et n'avaient pas le droit, alors que tout le monde les attendait généralement, à regarder ce qui marchait à côté et à s'intéresser. Bon, ça, c'est un vrai sujet auquel on va s'atteler. Mais, excusez-moi, c'est important peut-être pour tout le monde, mais on ne va pas pouvoir transformer l'architecture du jour au lendemain, et on n'est pas non plus dans la logique de la transformer. Ce qu'on va essayer déjà, c'est de la structurer. Donc la loi de 2002 a fixé un dispositif d'évaluation interne, externe. La loi de 2002 parlait de références. On va s'intéresser aux références. Chez nous, c'est les référentiels. On va s'y intéresser par catégorie d'établissement. On travaillera avec vous, parce que c'est vrai que, alors là, pour le coup, ça, c'est dans notre ADN. S'il n'y a pas de référentiel guidant l'évaluation, on ne sait pas faire. Donc c'est une question que tu voulais poser, ça. Référentiel unique. De toute façon, c'est un petit peu, justement, tout le clivage. Et quand l'ANESM a été problème de micro. Quand l'ANESM a été créée en 2007 et qu'on a dû passer dans le champ des évaluations internes et externes, on ne savait pas du tout ce que c'était. Donc on a demandé, benoîtement, on a dit est-ce qu'on pourrait avoir un référentiel commun, parce que nous on avait aussi l'habitude, aussi bien dans la certification de service, on travaille à partir d'un référentiel, quoi. Il y a des critères, il y a des objectifs, on y répond ou on n'y répond pas. Et là, l'ANESM a choisi une autre vision qu'on n'a pas forcément partagée à son début, qu'on a suivie forcément, puisqu'on était obligé, mais on n'a pas suivi, au début on n'était pas tout à fait moteur dans cette question-là, c'est-à-dire que l'ANESM a choisi
de partir de recommandations. On s'en est suffisamment plein, des pages et des pages et des pages de recommandations. Donc une littérature très importante, alors qui a son tout son voilà, il faut qu'elle existe, mais pour en faire ensuite une déclinaison en référentiel, il a fallu que chaque établissement se débrouille finalement, hein, et que chaque établissement crée son propre référentiel avec ses propres équipes. Donc on a déjà tout à l'heure mis en avant le fait que c'était un peu tendu dans les équipes. Si en plus des aides-soignantes, auxiliaires de vie, infirmières doivent créer leur propre référentiel, c'est un peu compliqué. Ça a été compliqué, et je rajouterai quand même que la période d'évaluation interne et externe s'est quand même plutôt bien déroulée dans notre secteur, mais qu'une fois qu'on en sort, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a chaque établissement a 3 pages de résultats d'évaluation externe, et on ne sait pas trop bien quoi en faire, on n'arrive pas à le rendre public alors que pourtant il y a des très bonnes choses dedans, étant donné que ce n'est pas les mêmes critères de référentiel, eh bien voilà, on n'a pas pu aujourd'hui en faire une communication positive au moment où on en a tellement besoin. Dominique Meigne, de combien de temps le référentiel unique? Vous pouvez vous engager là aujourd'hui avec nous? On s'engage à y aller avec évidemment les parties prenantes dans le CINERPA. Et combien de temps il faut à votre avis? Je sais pas. Non, honnêtement, ça serait pas sérieux de dire ça aujourd'hui. C'est quoi, 6 mois, c'est 1 an? C'est certainement plus de 6 mois, mais c'est pas 18 mois non plus. Hein. Il va falloir. C'est-à-dire que c'est ce qui est important. Ce que dit Florence, c'est que en fait, bon, l'ANESM a travaillé. Hein, pendant ces 10 ans, et tout ce socle de recommandations va être très, très utile. On va les compléter avec celles que nous avons fait, nous, sur la partie des interfaces, hein, notamment la continuité, où on a parfois avec l'ANESM coproduit. Hein, mais là, maintenant, il s'agit d'une démarche référentielle. Si vous permettez une seconde, j'écoutais tout à l'heure la table ronde autour du problème de la valorisation et de la communication. Je pense qu'effectivement, ça peut être des outils de valorisation, ce qu'ont les établissements de santé à travers la certification, et à la fois une garantie, un levier pour mesurer et faire valoir la qualité. On a un site insuffisamment connu, Scope Santé, dans lequel vous avez des tableaux d'excellence, vous avez la possibilité d'être valorisé sur ce que vous faites. Et ça suppose des données structurées. S'il y a uniquement des données d'appréciation de textes libres, c'est très intéressant à lire, ça fait de la littérature, mais ça ne fait pas de la mesure. Dernière question, Florence. J'aimerais poser, vous avez fait un petit lapsus là, alors je suis bien obligée d'ouvrir le pied dans la porte. Donc lundi, il nous a annoncé que finalement, j'étais toute contente de commencer à travailler avec M. Meigne à l'HAS, et bien finalement, M. Meigne, il quitte l'HAS. C'est la limite d'âge. Hein, et donc, il vient quand même, il va aller à la NAP, à la présidence de la NAP, c'est ça? Donc, vous devenez président de la NAP. Voilà. Et donc, ça, c'est quand même très, très important. On va l'applaudir, hein, quand même. C'est déjà. Beau chantier. N'applaudissez pas trop vite. Hein. Mais, on le retrouve à la NAP, puisque la NAP, c'est aussi une agence dans laquelle on est au conseil d'administration, et qui, lui, est une agence aussi sanitaire et médico-sociale depuis maintenant quelques années. Est-ce qu'on doit y voir un signe? Non, on peut voir tous les signes qu'on veut. Moi, j'ai vu beaucoup de signes favorables, mais... c'est pas un signe de rapprochement avec la haute autorité? Non, alors, il faut purger ce fantasme-là très vite. Il n'y a rien dans ce sujet. En 2012, pour parler très précisément et factuel, il y a eu un vaste mouvement de réorganisation des agences. Le premier constat, c'est que sauf à vouloir faire une méga-agence de tout, alors là, évidemment, c'est plus notre sujet, les missions qui étaient celles de l'ANAP et de l'HAS sont dans des champs complémentaires, mais totalement distincts. La pertinence, les bonnes pratiques, dans le champ sanitaire aujourd'hui, dans le champ médico-social et social, dès avril, c'est l'HAS. Tout ce qui est de l'ordre de l'efficience organisationnelle, du déploiement, y compris territorial, c'est la NAP. Les deux travaillent ensemble, mais ce n'est pas les mêmes cultures, ce n'est pas les mêmes méthodes, d'un côté assez scientifique, de l'autre beaucoup orienté sur le déploiement et sur le management. Ce n'est pas du tout les mêmes. Donc on sera amené à vous revoir très vite. Oui. Alors le tableau de bord médico-social, mon premier conseil d'administration, il y avait, je veux quand même le dire ça, hein, il y avait le retour c'est un audit, je sais pas, qui a été fait sur les clients ANAP, dont vous évidemment, et notamment le tableau de bord médico-social sort très fort, ce qui montre qu'il y a une attente. Ça fait 2 ans
d'autant que oui, la nappe, on a beaucoup travaillé avec la nappe. Sur ce ça, je trouve que c'est très positif. Très positif. Bien, ça sera le mot de la fin. J'aimerais qu'on applaudisse très fort Dominique Maigne. Voilà, pour conclure cette belle après-midi, j'aimerais qu'on accueille sous vos applaudissements celle qui a monté tout le contenu de cet événement avec mes équipes, c'est Carole Falguière. On applaudit Carole. On applaudit très fort parce que sans Carole, que ferait-on sans Carole? Mais que serait-on sans Carole? Que serais-je sans elle? Alors, donc mesdames, en quelques minutes, rythmé par de la musique. Pour conclure, parce qu'on aurait, vous le savez, pu vous tenir comme ça jusqu'à minuit, hein, parce qu'on a abordé que 40% de ce qui s'est véritablement. Heureusement que j'étais là. Hein, mais on peut peut-être leur poser la question s'ils veulent encore rester. On peut vous en voulez encore? Bon, non, c'est bon là. Donc, non, des petites infos déjà. On en a parlé, c'est un peu notre lettre au Père Noël. On en a parlé. On a très envie en 2018. On n'a pas encore parlé cet après-midi, mais de s'engager en faveur des aidants. Cette année, c'était la première année que l'on organisait au sein des EHPAD du CINERPA et des services à domicile une journée nationale des aidants. On se mêlait à la journée nationale des aidants, qui était le 6 octobre cette année. Et c'est vraiment un engagement fort du CINERPA. On a de plus en plus d'EHPAD qui mettent en place des formations pour les aidants, justement pour régler les problèmes. On en parlait avec Angela tout à l'heure, mais un des meilleurs moyens de ne pas avoir de médiation à faire, c'est de bien expliquer aux familles qui accompagnent leurs parents comment tout ça va se passer, qu'est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que c'est son évolution, qu'est-ce que c'est un EHPAD et comment on vit dans un EHPAD. Et donc, on a très envie au CINERPA de partir sur ce chantier-là. Donc en 2018, on s'engage en faveur des aidants. La deuxième envie, je la laisse à Carole. Alors la deuxième envie, c'est même plus une envie, c'est une urgence. Là, ça fait 2 ans qu'on attend les résultats de la représentativité sur le champ des services à la personne. Hier, avec Florence, on a eu des bonnes nouvelles de la Direction générale du travail. On est passé au comité de suivi le 5 décembre. Ils nous promettent un examen au Haut Conseil du dialogue social le 20 décembre et publication de l'arrêté de représentativité dans les jours qui suivent. Donc, alors ça, pour le coup, c'est un beau cadeau. On rentre à la table des négociations dès début 2018 au sein des services à la personne sur la convention SAP. Et ça, c'est une très très grande nouvelle pour le CINERPA et le CINERPA domicile. Troisième envie de l'année 2018, eh bien on en a parlé longuement ce matin, d'ailleurs plus longuement ce matin que cet après-midi, mais Madame Buzyn, dans sa feuille de route, eh bien c'est la lutte contre les déserts médicaux, éviter les hospitalisations d'urgence, éviter les hospitalisations. Et là, main dans la main, nous allons foncer sur la télémédecine, sur les idées de nuit. Et donc, c'est le rappel qu'une de nos envies en 2018, c'est d'être main dans la main avec le gouvernement et Madame Buzyn pour aller apporter dans les déserts médicaux le soin que nous pouvons y apporter. Tu l'avais promis, promis. Un pour moi, un pour toi. Ouais, je l'avais promis, hein, j'avais dit à 17h29, il n'est pas 29, mais de donner le taux hébergement. Vous le savez, avant c'était un taux qu'on ne connaissait que in extremis le 31 décembre, voire le 1er janvier. Maintenant, on le connaît déjà, puisque les indices, vous savez que maintenant, depuis la loi ASV, la formule de calcul qui détermine le taux directeur hébergement pour 2018, pour l'année d'après, est automatisée également. Et donc, on le connaît déjà, puisque les nouveaux indices viennent de sortir, et on sera pour 2018 à un taux de revalorisation des tarifs hébergement de 1,21%. C'est bien? C'est plutôt pas mal par rapport aux deux. Eh bien, on va applaudir. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, alors on a des infos, mais c'est pas officiel du SMIC. Hein, la revalorisation aussi augmente. Hein, on a des premières estimations d'un SMIC qui serait au-delà de 1%, un taux directeur à 1,21%. Et dès mardi, nous on commence à travailler sur la NAO 2018 avec les simulations qui vont commencer pour 2018. C'est la fête. Un vrai bonheur. Là, on n'a aucun chiffre à donner. Hein. Un vrai bonheur. Rien, là, voilà. Et moi, vous me demandez pas quelles sont mes envies? Non, parce que nous, on n'a pas encore fini. Ah, vous n'avez pas fini? Ah non. Bon, allez, la tienne d'abord. C'est quoi ton envie à toi? Alors, mon envie, c'est de bouger les lignes au mois de mars. C'est de réunir le secteur public, le secteur privé, les territoires à Deauville pour le Silver Summit. Donc on va organiser, on privatise l'hôtel du Golfe et pendant 2 jours de folie, on va vraiment créer des passerelles entre tous ces mondes. Ça, c'est mon envie principale. Ça, c'est ton envie à toi. Pour 2018. Alors on finit par la mienne, hein, et la mienne et la leur, parce qu'ils sont toujours là
quand il faut, et ils sont toujours là. Et là, ce sera le 18e déjà, Congrès national des professionnels du grand âge, les 14 et 15 juin à Lyon, soit juste 2 mois après toi. On fera la promotion du congrès au Silver Summit. Évidemment. Bon, nous, c'est 1000 personnes attendues. Hein. Et toi, c'est combien? C'est 10 000. On va en parler. Et nous, c'est 100 000. Voilà, bah écoutez, merci à tous. On a Elior qui nous sponsorise un cocktail déjeunatoire maintenant. Et puis, on a aussi un tirage au sort pour le Tour Auto Type 2000 à gagner. Merci à tous. Très belle fête de fin d'année. Et à l'année prochaine. À bientôt. Au revoir.